Bonjour les amis, comment ça va? Nous sommes avec Thomas Morcellino, journaliste MotoGP, pour parler du GP du Portugal. Voilà, doublé français. Salut, Ça salut. va Tom? Ça va très bien toi? Bah oui, forcément, après ce Grand Prix, ça va très bien. Je dis on, mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Ouais, Mais voilà, doublé français, c'est le quatrième, c'est la quatrième fois que Quartaro et Zarco se retrouvent sur le podium ensemble, c'est ça? exactement. Et c'est la cinquième fois au total que deux Français partagent le podium dans l'histoire de la catégorie Rennes. Et effectivement, c'est aussi le deuxième doublé, parce que l'année dernière, ils avaient fait doubler à Doha tous les deux. Ouais. Et c'est le deuxième doublé français de l'histoire de la catégorie Rennes. Donc, un bon week-end au Portugal. Ça fait plaisir. Il est mesuré, mais je sais qu'il est super content. Bon, Fabio Quartaro qui gagne. Je sais pas si on pouvait parier quand même. Dès le warm-up, on a senti que ça se passait bien. Sur le mouillé, il a aussi bien travaillé. On l'a vu en FP3. Voilà, c'est que du positif. Il le dit, c'est après une période difficile, ça fait du bien, c'est une victoire. Que dire de plus? Ouais, bah, comme tu dis, effectivement, au warm-up, ça allait beaucoup mieux. Les pilotes MotoGP durant le week-end, avec les conditions, ont bénéficié que de très peu de roulage sur le sec, en tout cas dans des vraies conditions sèches. C'était toujours un peu séchant, quelques flaques, et certains se sont fait piéger, dont Bagnaia ou Bastianini. Et là, ouais, au warm-up, il a imprimé un rythme assez ouf. Et du coup, après, en course, ça s'est concrétisé. Surtout ce qu'il a réussi à faire, et c'est ça qui a surpris Johan Zarco notamment, c'est qu'il a été très agressif dès le début, il a fait un excellent départ, et il a réussi à se défaire très vite de Mir, mais aussi des autres pilotes ou des autres motos plus puissantes, parce que ça lui aurait éventuellement posé problème s'il était resté au contact, enfin si les autres étaient restés au contact en début de course. Et il a réussi à s'échapper jusqu'à porter son avance à près de 6 secondes, je crois, plus de 5 secondes. Ouais, Donc, un peu plus de 5 secondes, c'est ça. Voilà. ouais, donc on est sur une très belle perf. Il renoue avec la victoire depuis Silverstone l'an dernier. On le savait, hein, même en début de week-end, je t'en avais parlé la semaine dernière dans notre vidéo. Là, c'était 50-50. Donc le début du week-end a très mal commencé parce qu'il a plu. Et puis, effectivement, en course, il gagne. Et voilà, donc ici, il doit faire quelque chose ou doit performer dans la saison, c'est sur les 3 circuits qui viennent, Portimao, Jerez et Le Mans. Ensuite, on verra comment ça se profile pour le reste de la saison. Voilà. Oui, je pense que tu parles du Mugello catalonien. Bon, on verra. Après, le Mugello, tu vois, c'est pareil. Les L'année lignes dernière, droites, il a elles sont gagné. intéressantes, mais il a gagné quand même. Ouais, exactement. Il a gagné face au Ducat, face au KTM. Donc, si tu veux, voilà, faudra voir. Faudra voir comment ça se profile, tout ça. Une petite question. Bon, au micro de Canal+, quand on lui a parlé de la Yamaha M1, il s'est amusé à dire bon, oui, ok, je suis fait pour cette moto, mais est-ce qu'elle est faite pour moi? Petit message. On sait qu'il y a les négos en ce moment. On sait que chez Yamaha, il le sait. Quarta, il veut de la puissance sur cette moto. Est-ce qu'on a un peu plus de news là-dessus? Non, pas du tout. Pas grand-chose de plus. Le seul truc, c'est que là, ce week-end, comme il le dit, c'est qu'il a très bien négocié le dernier virage. C'était sa grande force ce week-end. Et donc, du coup, comme ça, ce dernier virage conditionne la ligne droite, il a réussi. Il était même le premier surpris à doubler les Suzuki, mais pas que. Il a réussi à prendre l'avantage sur d'autres motos. Et voilà, mais ce sera peut-être pas le cas dans tous les autres circuits, notamment au Mugello, comme tu le dis. C'est une très très longue ligne droite. T'as très vite perdu tout ce que tu as pu gagner dans le sinueux. Donc, oui, il y a forcément un message. C'est clair qu'on est en période de négociation et donc, ouais, c'est un moyen aussi de mettre un petit peu de pression. Bon, on va suivre ça, les amis. Deuxième place pour Johan Zarco. Déjà une pole position samedi. Lui-même était surpris, mais voilà. Quant à ça, forcément, quand tu es fan de MotoGP, tu te dis bon, il y a peut-être moyen. Et il finit sur le podium. En Quarta, il était intouchable, mais très belle course de sa part. On sent que maintenant, voilà, il veut gagner cette course. Et voilà, on lui souhaite. Mais week-end positif, meilleur pilote Ducati et de loin. Ouais. Voilà, c'est que du bonheur. On espère que ça va l'aider à prolonger chez Pramac, enfin en tout cas avec Ducati. Mais c'est que du bonheur. Est-ce que ça peut... Il le dit quand même. Pour l'instant, cette Ducati, pour tout mettre bout à bout pour que ça fonctionne, il y a encore du boulot, quoi. Ouais, la GP22, comme je disais l'autre jour, c'est vrai qu'il y a une marge de progression, contrairement à la Yamaha où elle arrive déjà au bout. Il y a toujours une marge de progression, mais effectivement, on voit que ceux qui arrivent à mieux dompter la GP22, ce sont les deux pilotes Pramac.
Pole position pour Johan Zarco ce week-end. Pole position il y a 2 semaines pour Jorge Martin. Martin, bon, il a fait de très mauvaises qualifs à Portimao et il est tombé. Mais ça n'empêche pas que, encore une fois, il a fait que Pramac a fait une très belle performance avec la GP22 face aux 2 autres pilotes officiels voilà, avec Miller d'un côté et Bagnaia de l'autre. Bon, bref, toujours est-il que oui, très belle course de Johan Zarco et surtout, il a encore engrangé un podium de plus et il a toujours pas gagné. Donc là, il devient le pilote tristement auréolé du statut de meilleur pilote qui a le plus de podiums mais qui a toujours pas gagné. Il devance maintenant Colin Edwards. Donc maintenant, on attend qu'il puisse gagner. Ouais, il reste encore 16 Grands Prix, donc il y a encore le temps, mais On va le faire. on espère effectivement. On aurait pu penser qu'il allait avoir une bagarre avec Aleix Espargaro en fin de course, mais il me semble que c'est au niveau des pneus, c'était un peu compliqué pour Aleix Espargaro, surtout qu'en première partie de course, alors lui, il s'est un peu plaint quand même d'Alex Marquez sur des touchettes, mais il a été gêné, c'était compliqué pour lui de doubler Oliveira et Alex Marquez, mais Aleix Espargaro, encore un podium pour lui, pour Aprilia. Bon, bah voilà, on le voit au classement. Alors, on va pas dire qu'il joue le titre, mais mathématiquement, s'il le joue, bien sûr. C'est quand même incroyable ce qui se passe. Et moi, la question que j'ai, c'est au niveau des concessions, on en est où maintenant qu'il y a ce nouveau podium Aprilia? Écoute, l'année dernière, ils ont marqué 1 point de concession en montant sur le podium à Silverstone, donc une 3e place, donc 1 point. Une victoire, c'est 3 points, donc en Argentine, ils ont marqué 3 points, donc ça fait 4. Le week-end dernier, du coup, ils ont marqué 1 point en finissant 3e grâce à la 3e place d'Aleix Espargaro. Donc, on en est à 5. Maintenant, peu importe le résultat, s'ils terminent sur le podium, peu importe qu'ils gagnent, qu'ils soient 2e ou 3e, ils perdent leur concession. Donc, perdre leur concession, ça veut dire qu'instantanément, ils vont perdre le droit de faire des tests. Des tests librement avec leurs pilotes, des tests librement, tout simplement, dans la limite de nombre de pneus. Je sais pas si le règlement a changé, mais normalement c'était 120 pneus, la limite de pneus durant la saison. Et puis l'année prochaine, effectivement, ils perdront leur nombre de moteurs, le fait de pouvoir changer le moteur durant la saison, le fait d'avoir justement des concessions. Aleix Espargaro, lui, le disait après la course, il n'a jamais aimé ça parce qu'il estime qu'il faut maintenant se battre face aux autres constructeurs à armes égales. Bon, après, bien sûr, il tempère ses propos en disant que, oui, c'est sûr que ça a aidé Aprilia ces dernières années à remonter au niveau. Mais maintenant, il espère juste une chose, c'est qu'à Jerez, il perde ses concessions en remontant une nouvelle fois sur le podium. D'accord, on va suivre ça, on va voir. On va parler, il y a eu un petit incident en course, ils auraient pu être tous les deux sur le podium. Finalement, c'est Joan Mir et Jack Miller. Belle image, une petite accolade. Je pense que de voir Jack Miller au sol, Mir, il a eu un petit peu peur. Donc, belle accolade à la fin. On sait qu'ils ont des petits antécédents tous les deux. des petites brouillettes, comme on dit. Mais moi, je voulais revenir là-dessus, c'est sur Suzuki. Bon, sur le mouillé, début de week-end qui était quand même relativement compliqué. Mais au final, Mir, sans cette chute, il y avait moyen de faire podium, de prendre des gros points pour Suzuki. Et Rins passe sur le podium, mais 4e place en partant avant-dernier. Suzuki, ils font pas les épiciers, c'est que juste qu'ils sont très bien là en ce moment. Ils sont très bien, effectivement. De toute façon, on les connaît. À partir du moment où elles partent... déjà, je vais parler plutôt de Rins pour l'instant, mais c'est vrai qu'en partant de très loin sur la grille, on sait que les Suzuki sont habitués à nous faire de belles remontées. Donc après, quand on voit le premier tour en vue d'hélicoptère d'Alex Rins, on voit qu'effectivement, déjà, il n'a pas lésiné sur les dépassements au premier tour. Mais oui, il fait une excellente remontée. Il termine au pied du podium, il marque de très gros points. Après 2 podiums consécutifs en Argentine et à Austin, et là il finit 4e. Il est à égalité de points avec Fabio Quartararo en tête du championnat du monde. Donc c'est Fabio qui mène parce qu'il a gagné justement. Mais si tout se passe bien, Alex Rins c'est toujours, si tout se passe bien, il fait une saison complètement différente. Pas mal en vélo. Pour reconnaître le circuit, c'est ça. Non, mais du coup, il fait une saison complètement à l'opposé de l'année passée, où il avait fait, je crois, il avait aligné 4 résultats blancs en début de saison. Et là, il est à égalité de points. Donc, on parle quand même que de 69 points sur le nombre de points qui étaient disponibles sur les 5 premières courses. Mais ouais, il se bat pour le titre. Joan Mir, lui, a fait son meilleur résultat en qualif, en MotoGP, faut le dire. Il a fait un très bon début de course. Il s'est envolé au premier tour, il comptait déjà presque 1 seconde d'avance. Puis il s'est fait reprendre par Fabio, qui a été beaucoup plus rapide et presque carrément intouchable ce week-end, en tout cas en course.
Et puis bah voilà, le coup du sort entre lui et Miller. De toute façon, on le sait, hein, maintenant ça se joue au dernier qui freine. Ouais. Et donc Miller, on voit qu'il a galéré avec la puissance, même avec la puissance de la Ducati, à essayer de prendre l'avantage sur la Suzuki. Et puis, bah, un peu comme ce qui s'est passé avec Bagnaia, avec Martin au Qatar, bah, c'est exactement la même chose. En bout de ligne droite, on croise les skis, puis on percute l'autre au passage. Donc, ça arrive, c'est la moto. Hein. Ouais, voilà. C'est un fait de course. C'est un fait de course. Il n'y a pas eu de, on va dire, il n'y a pas eu de, c'était pas un freinage non plus en catastrophe ou non. voilà. C'était. Voilà, on a d'autres événements dans le passé qui sont un petit peu différents là-dessus. J'ai rencontré Lorenzo à Catalunya il y a quelques années. Par exemple. Non, bon, même, tu vois, on avait fait échapper au pire. Tu te souviens, il y a juste 15 jours avec Marquez qui a essayé de doubler, tu te souviens, Vignales, qui a tiré quasiment tout droit au premier virage et ça a failli finir en pas très très bien. Mais bon, là, voilà, tout s'est passé à la régulière. Et... c'est que partie remise. Mais ouais, dommage pour Mir et dommage pour Miller. Marc Marquez, on s'attendait quand même à mieux. On pensait peut-être pas la victoire, hein, parce que même si il n'y a plus trop d'intox maintenant, s'ils temporisent avant les week-ends de Grand Prix, c'est que c'est vrai maintenant. Mais on s'attendait peut-être à ce qu'ils se bagarrent pour le podium. Apparemment, warm-up, ils ont essayé des choses et ça n'a pas fonctionné. Donc, 6e place, ça reste une 6e place. Mais quand c'est Marc Marquez, tu te dis, ouais, c'est quand même une déception. Ouais, effectivement. Après, il y a une autre chose, c'est que mine de rien, il avait presque signé la pole position et il aurait pu partir de beaucoup plus près sur la grille. Donc forcément, on peut imaginer que ça aurait conditionné différemment sa course. Mais ouais, de toute façon, ce week-end, il n'avait pas forcément un bon feeling, en tout cas sur le sec. Parce que sur le mouillé, il a dominé la première journée, Ouais, il a bien mené la première journée. Il est tombé en début de FP3 et peut-être que ça aussi, ça l'a refroidi. Parce que mine de rien, même s'il tombe pas violemment, il tombe quand même sur la tête parce que la visière, l'écran, on a vu, s'est détaché. Il y avait des pets sur la déco du casque de Marquez. Ouais. Donc voilà, ça l'a peut-être aussi un petit peu refroidi. Donc oui. C'est sûr, c'est pas une 6e place, c'est pas habituel pour Marquez, mais il faut pas oublier que c'était juste la 2e fois qu'il roulait sur ce circuit-là en MotoGP, parce que l'année dernière il avait manqué Algarve en raison justement d'une blessure. Et maintenant on verra à Jerez ce que ça donne. Et comme lui il le dit dans son communiqué, hein, il le dit clairement, maintenant il faut qu'on se rapproche davantage des avant-postes, parce que 6e place c'est pas là où Honda mérite d'être. Voilà. On parle de Honda aussi. On peut revenir sur Ducati. On en a un petit peu parlé juste avant. Pour Ducati, ok, tu as Johann Zarco sur le podium, 2e place. Miller qui aurait pu y être, mais Bagnaia, on sait que ça va être une course compliquée. Il finit quand même 8e. Il prend des points, c'est quand même énorme. Alors on ne sait pas trop ce qu'il a à l'épaule. Il va faire un IRM mardi apparemment. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est back-to-back pour lui, donc ça enchaîne à Jerez. Mais on sent que chez Ducati, voilà, c'est pas simple. Et Bagnaia, on s'attendait à mieux depuis le début de saison. C'est compliqué là. Ah oui, comme tu le dis, hein, tu as tout résumé. En début de saison, on le voyait tous comme la grande menace et celui qui allait exploser tout le monde. Effectivement, c'est compliqué. Est-ce qu'il est, je crois pas qu'il est terminé sur le podium encore cette saison, hein, sauf erreur. Non. Donc ouais, c'est compliqué pour Bagnaia. Bon, après c'est sûr, c'est la course, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que cette chute en Q1, c'est vraiment le coup de pas de chance. Il est parti en slick. Il n'est pas parti en slip, hein. Il est parti en slick et du coup. C'est pour ça qu'il s'est fait mal. Ah ouais, excuse-moi. Non, il est parti en slick et du coup, il est passé sur une flaque d'eau, on l'a vu. Il est parti en ice side direct. Il est tombé très violemment sur l'épaule. Bon, j'avais peur d'une fracture de la clavicule. Apparemment, tout va bien. Mais comme tu dis, demain, s'il fait une IRM, on verra ce que ça donne. Il a un peu peur pour ses ligaments au niveau de l'épaule, apparemment. Il y en a un qui pourrait lui en parler, c'est Marc Marquez. Hein. Il a déjà roulé avec des ligaments ou une épaule déboîtée juste 5 minutes avant. Donc... Bon, j'allais dire, ils vont prendre l'apéro, mais ils ne pourront pas soulever les verres. Excusez-moi, les gars. Pour faire une petite vanne. Non, mais après, c'est ça le problème. Des fois hein, il vaut mieux avoir une fracture et s'en remettre plutôt que d'avoir quelque chose comme ça qui traîne et qui t'handicape pendant très très longtemps, quoi. Jusqu'à ce que tu te fasses opérer ou tu trouves une solution, quoi. Donc écoute, on verra, mais c'est vrai que Jerez, ça reste quand même un circuit sur lequel il a fait de très bons résultats et surtout l'année dernière ils avaient fait doubler avec Jack Miller, tu te souviens, même si à l'origine initialement la course devait être gagnée par Fabio. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont fait doubler et sauf erreur, ils ont fait de très bons essais Ducati
en fin de saison passée, après, durant les tests à Jerez, sur le moteur qu'ils utilisent là, qu'ils ont homologué. Je viens de le rappeler. Donc, ça reste que, voilà, il faudra voir ce que ça donne. Bon, après, les conditions sont complètement différentes. Il va faire beaucoup plus chaud là, ce week-end, que en novembre dernier. Donc, ça risque d'être intéressant. Modulo, comme on dit dans le jargon informatique, modulo le fait qu'il est mal à l'épaule. Et donc, ça peut conditionner son week-end. Modulo, on dirait un personnage de dessin animé. Modulo. Bon. Pour terminer sur le MotoGP, je voulais qu'on fasse un point sur Franco Morbidelli. Voilà, voilà. C'est combien? 13e, c'est ça? 13e. Il le dit, il n'y a que Quartaro qui sait gérer cette Yamaha. Il n'y a pas que lui qui le dit, il y a Dovizioso aussi également. Dovizioso aussi. Darren Binder, c'est différent. C'est un pilote rookie. Mais Morbidelli, il est dans le dur de chez dur, là. Ouais, bah écoute, oui. Que dire? Effectivement, il était vice-champion du monde il y a 2 ans. L'année dernière, il a souffert d'une blessure au genou, donc il a mis du temps à s'en remettre. Il est revenu qu'en fin de saison, donc ça a été compliqué. Et puis bah là, oui, on l'attend au moins dans le sillage ou pas très loin de Fabio, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, après, comme je viens de le dire, hein, il y a Dovizioso aussi. Bon, certes, Dovizioso a peut-être, je ne veux rien reprocher à Dovizioso, il a peut-être moins la niaque qu'il avait par le passé. Donc, si tu veux, pour essayer d'aller chercher cette victoire ou le podium, lui aussi il se réadapte à la Yamaha. Ouais. Mais il n'y a que Fabio qui, pour l'instant, est le fer de lance de Yamaha. Et sans Fabio, comme tu dis, le premier pilote Yamaha, donc là, c'est Dovi, je crois, qui est 11e, sauf erreur. Ouais, c'est ça, exactement. On est sur une 11e place du premier pilote Yamaha en dehors de Fabio. Donc, voilà. On se rejoint qu'il y a du taf sur cette moto, en tout cas. Voilà. Il y a du taf, et puis surtout, ce qui est quand même assez curieux, je le répète, c'est qu'il y a quelques années, tout le monde voulait monter sur la Yamaha. Tout le monde voulait cette moto. Mais peut-être que dans 3 semaines, un mois, ça reviendra à ce discours-là. C'est assez bizarre. On a l'impression que ça fait un moment que cette Yamaha, tout le monde en parle. Ça fait quelques années même. Mais elle reste quand même toujours là au niveau des stats. Je viens sur. Ah oui, non, mais bien sûr, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'elle arrive à se dépatouiller parce qu'elle a des très très gros points forts. Vitesse de passage en courbe, gestion des pneus ou autre, mais ça reste une faiblesse aujourd'hui, c'est sa vitesse de pointe. Mais est-ce qu'une vitesse de pointe n'handicaperait pas aussi ses points faibles? Tu vois, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais voilà, oui, pardon. Voilà. Mais après, du coup, si tu prends quand même Suzuki, qui a une architecture moteur similaire, ils ont quand même réussi à grappiller quelques chevaux de plus pour être un peu plus devant. Donc, c'est vrai que là, la Yamaha, on a l'impression que depuis quelques années, elle stagne. J'ai l'impression, en fait, si tu veux même très globalement, en fait, j'ai l'impression que depuis que Lorenzo n'est plus là, en fait, que depuis que Lorenzo est parti, la Yamaha n'a pas drastiquement évolué, en fait. Si tu regardes bien, tous les pilotes qui sont passés dessus s'en sont plaints. Et Rossi, Vignales, tu t'en souviens, la première saison de Zarco ou la deuxième saison de Zarco, je m'en souviens plus. Rossi et Vignales ont roulé la dernière course, ils ont été récupérer des motos chez Tech 3 pour essayer de voir ce qui se passait, parce que. Donc, et depuis, enfin voilà, tu regardes la Ducati, à chaque course, il y a quelque chose de nouveau ou il y a quelque chose qui évolue. Et là, sur Yamaha, ça stagne un petit peu. Donc, il faut, comme dit Fabio en début de week-end, s'ils veulent mettre les bouchées doubles, il faut qu'il y ait des nouveautés qui arrivent prochainement. Donc, ce ne sera pas au niveau du moteur, parce que les moteurs sont scellés. Mais ça peut être, je sais pas, de l'aéro, ça peut être boîte de vitesse, ça peut être l'échappement, ça peut être l'électronique, ça peut être pas mal de choses. Mais encore une fois, est-ce que ça suffira? Voilà. On verra. Pour l'instant, Fabio est le leader du championnat. Ouais, c'est ça. On espère qu'ils vont venir avec des pièces quand même. Oui, non, mais voilà. Donc là, sur les prochains circuits, bon, je pense que si tout se passe bien ce week-end, on devra avoir encore affaire à une domination de Fabio, quoi. Ok, waouh. Ok, teasing direct. Non, mais c'est vrai. Bah non, mais je veux dire, les 3 dernières courses, si tu veux, les 2 Jerez en 2020. Bon, voilà, il a fait une démonstration. L'année dernière, c'était une démonstration aussi avant qu'il n'ait plus du tout de feeling sur son bras droit ou gauche, je ne me rappelle plus, et que du coup, il soit complètement, je crois que c'était gauche, et qu'il était complètement en galère. Donc, il n'y a pas de raison que cette année, il a été opéré, que tout se passe pas bien pour lui, quoi. Voilà. Bon, on va suivre ça, on sera au taquet forcément devant notre télé. Attends, je vais juste te dire une petite stat intéressante. Vas-y. Depuis le début de la saison, celui qui gagne une course
ne figure pas dans le top 10 de la course suivante. Ah ouais, tu nous as calmé un petit peu direct aussi derrière. Ah ouais, merci. J'adore tes stats là-dessus. C'est fantastique. Je l'ai pas vu venir. Ouais, parce que là, Bastianini ce week-end, dimanche, il est tombé. Après, tout change. Ça me fait chier. Oui, non, mais bien sûr. De toute façon, là, tout change. Là, on a une première victoire japonaise, alors que ça faisait des lustres qu'on n'avait pas depuis Marc Marquez en Émilie-Romagne l'année dernière, qu'on n'avait pas eu une seule victoire japonaise. Bon, voilà. Là, Fabio, je pense que ce week-end devrait au moins terminer dans le top 10 à Jerez. Pour casser les stats. Exactement. Après, j'aurais plus rien à dire. C'est dommage. On va parler, pour terminer, de Moto 3 avec une très belle victoire de Garcia, presque sur le fil à la fin. On le sait, c'est un pilote très prometteur. On voit un bel avenir pour ce garçon. Voilà, que dire de plus? On a eu du spectacle. Il s'est barré un petit peu devant, il s'est fait rattraper et au final, il gagne quand même, c'est solide et il tombe même dans le parc fermé tellement il est content. Non, mais comme tu dis, c'est Garcia l'année dernière, il se battait pour le titre face à Foggia et Acosta. Ouais. Après, il s'est blessé. Il s'est blessé, on n'a pas vu vraiment la chute de ce qui s'est passé, mais c'était à Austin, il est tombé, il s'est fait mal au rein, il a manqué donc Austin et je crois la course d'après. Et oui, c'est un pilote prometteur, clairement. Sur la gaz, il n'y a pas à tergiverser. Il fait figure de favori face à Foggia pour le titre cette saison et au niveau régularité, j'ai l'impression que c'est lui qui est, on va dire, qui arrive à braver toutes les conditions, à être un peu toujours là, quoi. Foggia, ça a été beaucoup plus compliqué ce week-end. Mais voilà, après, j'en parlais avec je sais plus qui là récemment. Le truc qui se passe, c'est que là, cette saison, c'est compliqué pour les Honda, parce que quand tu regardes Honda, ils sont quand même beaucoup moins en position de force en termes de nombre par rapport au KTM ou apparenté, parce que si tu veux, Gaz, ça reste une KTM. Husqvarna ou CF Moto ou voilà, donc si tu veux t'as que des KTM en fait en gros, ça c'est une KTM, ça aussi c'est une KTM, c'est ça le truc. Donc si tu veux, ils sont les Honda, voilà, il faudra faire gaffe sur les prochaines saisons si on se retrouve pas avec une coupe KTM en Moto 3, quoi. Avant de passer au Moto 2, Lorenzo Felon, encore des points, voilà, super positif. Non, mais surtout qualif, surtout les qualifs. Ouais, la qualif, première ligne. Voilà, c'était un très beau week-end pour lui. Effectivement, il progresse. Voilà, pour avoir fait un live récemment avec lui où j'ai eu la chance de pouvoir de le côtoyer durant ce live avec Canal+. Oui, on voit qu'il progresse. Bien sûr, il faut, ça se fait pas du jour au lendemain. Concrétiser une première ligne par un podium ou une victoire, il y a quand même un gap. Mais on voit que maintenant, voilà, sur 2 courses de suite, il marque des points. C'est que prometteur pour la suite. On arrive à Jerez, on arrive sur des tracés. Il connaît bien ce circuit. Voilà, c'est ça. On arrive sur des tracés qu'il connaît. Donc Portimao, il connaît. Jerez, il connaît. Bon, Le Mans peut-être un peu moins, mais voilà. Après, on arrive sur des circuits qu'il connaît. Je veux dire, il a roulé en Red Bull Rookies Cup, donc il est censé, sauf erreur, connaître le Mugello aussi également. Donc, si tu veux, ça risque d'être une bonne chose pour la suite. Maintenant, il ne faut pas qu'il se mette la pression non plus, même si lui aussi il va arriver en période de négociation. Le but du jeu, c'est qu'il reste là où il est, mais on le sait, en Moto 3, c'est encore plus compliqué de garder son guidon, donc c'est pas des contrats de 2 ans en plus. Lui, il a eu la chance d'avoir un contrat de 2 ans. Donc, c'est... voilà, ça reste, faudra le suivre d'un œil, sans lui mettre la pression. Derrière lui, sans mettre la pression, on est d'accord. C'est ça. à fond. Pour terminer, Moto 2. Alors, Moto 2, on va tout de suite parler de ce qui s'est passé, l'incident de course. Enfin, c'est même plus un incident, là, on a frôlé la catastrophe même. Quelques gouttes de pluie, forcément de la pluie avec du slick, et là, pratiquement presque tous les favoris du championnat qui tombent. On sait qu'il n'y a qu'une moto par pilote, à la différence du MotoGP. Certains n'ont pas pu reconstruire. Je dis mot reconstruire parce que c'est presque le cas pour certaines motos. C'est reparti sur une autre course avec, attention, très, très content pour lui, pour Joe Roberts, mais bon. Voilà, celui qui s'en sort bien, c'est Vietti, lui qui n'est pas tombé, mais il y a eu du monde par terre. Il y a eu Canet, Ogura, si je ne me trompe pas. Ouais, Canet, Ogura, Chantra, sauf erreur. Il y avait Bobier aussi qui se battait pour la victoire. Donc il y a quand même un débat, c'est la direction de course aurait pu peut-être faire différemment. Après, c'est le règlement. Mais bon, là, tu te dis quand même, tu aurais peut-être pu repousser un poil un petit peu plus la course pour que tout le monde ait le temps de repartir, non ?
Alors, c'est pas tant ça, en fait, c'est que le règlement impose le fait que quand il y a un drapeau rouge, hein, si c'est ça dont tu parles, c'est quand il y a un drapeau rouge, tu as 5 minutes pour revenir dans la pit line avec ta moto sans faire de raccourci. Tu t'en souviens de Lucas Mayas, c'était où, en Argentine, il y a quelques années. Il avait été. Je sais plus ce qui s'était passé, je me rappelle plus, mais il y avait eu un problème avec Lucas Mayas. Je m'en souvenais pas de ça. Okay. S'il avait crevé, en fait, si tu veux, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu un drapeau rouge. Il menait la course, il gagnait la course. Ça me revient. Il menait la course, il gagnait la course, et il y a eu un drapeau rouge, et au même moment, lui, il a crevé. Ouais. Et du coup, en fait, durant le temps qu'il revienne. Et du coup, quand il a crevé, si tu veux, lui, il est tombé, je crois qu'il a dû tomber 2 fois dans le tour. Parce qu'il roulait avec un pneu crevé, et puis à un moment donné, je crois qu'il a coupé, ou il y a un truc comme ça, et du coup, il a été disqualifié alors qu'il avait course gagnée. Quelque chose comme ça, en tout cas. À revoir. Et du coup, voilà, c'est le règlement qui t'impose que tu dois revenir dans les 5 minutes. Et aucun n'a réussi à revenir dans les 5 minutes, malgré les efforts de chacun. Et voilà, après, tu peux pas faire un règlement au cas par cas, c'est sûr, c'est un coup du sort, c'est clair. Je pense peut-être que la course aurait dû être interrompue un peu avant, parce que ça commençait à bien pleuvoir, que tout le monde roulait en slick, et que bah voilà, t'as vu ce qui s'est passé. Il suffit d'une parcelle un peu mouillée. Pas grand-chose, hein. Voilà. Les slicks, je t'apprends rien, hein. Quand tu roules en slick sur le sec et sur le mouillé, ta part direct. Et donc là, ça va pas pardonner. Voilà, donc il y a les 3 premiers qui sont partis. Ensuite, il y a eu un enchaînement de chutes derrière, une moto qui a pris feu. Van der Gobert, si je me trompe pas. Ouais, je crois, ouais. Et puis après, voilà, donc celui qui s'en sort le plus mal, on va dire, ça va être Aaron Canet, parce qu'il est blessé. Lui, il se bat pour le titre. Parti en pôle, blessé. Ça enchaîne direct tout de suite d'entrée sur un autre week-end de Grand Prix. C'est ça. Donc là, je pense que ce week-end, je ne sais pas s'il va obtenir le feu vert ou s'il va pouvoir rouler, mais ça risque d'être compliqué. Donc là, on peut peut-être assister à un tournant du championnat en faveur de Vietti, qui lui, effectivement, n'a pas fait un excellent week-end non plus, mais qui du coup s'en sort super bien puisqu'il termine 2e, hein, c'est ça. Donc voilà, il a arraché de gros points. Maintenant, je crois qu'il a presque 30 points d'avance au général, donc plus d'une course d'avance déjà. Bon, c'est quand même pas mal. Bon, après, il reste 16 courses. Oui, bien sûr. Encore de temps. Mais c'est quand même un coussin confortable pour Vietti, quoi. Donc, et voilà. Mais après, ça reste quand même une belle victoire de Joe Roberts. C'est la première d'un Américain depuis 90 en 250. Ouais, ça faisait bizarre d'entendre l'hymne américain. Ouais, ça faisait longtemps, c'est clair. Bah, après, en Grand Prix, ça faisait longtemps parce que ça faisait depuis Ben Spies à Assen en 2011. Ça, et puis après, effectivement, en catégorie intermédiaire, il fallait remonter à Phillip Island 90 avec John Kosinski. On l'embrasse. Voilà. Mais ce qui est marrant, entre guillemets, c'est qu'à l'origine, cette victoire, elle devait être promise à Bobier. Enfin, tu vois, c'est quand tu le voyais se battre pour la victoire et qui, du coup, en fait, non, en fait, c'est Joe Roberts qui, entre guillemets, sort de nulle part parce que ce week-end, on ne l'a pas du tout vu. Et qui a su rester sur ses roues et qui a clairement dominé le deuxième départ. Voilà. Bon les amis, merci Thomas, merci parce que voilà, c'est toujours très intéressant d'échanger avec toi. Alexis ne pouvait pas être là, tu es très occupé, on lui en veut pas. Voilà, donc merci à Tom d'avoir assuré la wildcard. L'intérim, la wildcard, effectivement. Et puis on se donne rendez-vous ce week-end pour le GP d'Espagne. Et ouais, il y a encore du MotoGP et voilà. À très bientôt les amis. Merci Tom. Bisous à tous. Avec plaisir. Salut. Ciao.